Bonjour. Donc, j'ai pas besoin de me représenter. Je suis pas vraiment un vétérinaire orthopédiste, j'aime pas te dire ça, parce que j'ai pas réellement suivi des formations particulières après. Je suis plutôt un vétérinaire de terrain, passionné par l'orthopédie, la maréchalerie et la biomécanique. Voilà, c'est plutôt ça que. Donc, je pense qu'en France, ça se passe un peu mieux que chez nous en Belgique. Je viens de Belgique. La relation entre les maréchaux et les vétérinaires est parfois un petit peu tendue. Je pense qu'il y a des pierres d'abord dans le jardin des vétérinaires. Il y en a certainement un peu partout, mais bon, voilà. Et j'ai toujours essayé de pouvoir arriver à resserrer les liens. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on aborde un problème de boiterie, on est tous dans le même bateau et il faut qu'on soit tous dans la même direction. Et je pense qu'il faudrait plus d'horizontalité que de verticalité dans la relation entre les maréchaux et les vétérinaires. C'est ma vision personnelle, maintenant, voilà. Ici, on va, avec beaucoup d'humilité, vous présenter un cas qu'on a pu vivre ensemble, d'un cas d'un cheval qui a déjà un certain âge, qui a fait de la compétition et qui nous a été présenté pour une boiterie à l'âge de 16 ans. Et au début, on a un petit peu essayé de comprendre parce qu'il y avait pas mal de choses. D'abord, des bonnes déviations. Et puis, des pathologies annexes qu'on a découvertes petit à petit. Vous allez suivre le cheminement. Je laisse peut-être... normalement, c'est quoi le suivant que... Voilà. Donc ici, en fait, c'est un peu ce que j'ai résumé. Et donc, on va refaire un tout petit point d'anatomie, mais vous en sortez directement. Donc, ça va être très sommaire. Et puis, j'ai abordé ici la méthodologie. C'est-à-dire que par la radiographie, ça permet de parfois mieux comprendre des déviations. Parfois même, moi ça m'est arrivé souvent d'avoir une idée par rapport à la forme du pied et d'être surpris quand on tirait les radios par rapport à ce qu'on retrouvait. Et donc je pense que c'est intéressant d'avoir un partage sur ce domaine-là. Donc tout petit rappel, hein, mais je pense que c'est encore bien frais dans votre mémoire. Nous, ce qui nous intéresse surtout, ça va être cette structure, hein, le fameux fléchisseur profond, parce que par la suite, on va se rendre compte que le cheval qui n'avait pas seulement des déviations d'aplomb avait une pathologie du fléchisseur profond. Bon, je pense que c'était assez facile d'avoir ce genre de problème par rapport à ce que vous allez un peu voir. Et donc, le fléchisseur profond, vous allez voir après sur les images d'IRM qu'on va vous montrer après, il a deux points qui posent vraiment des problèmes chez nous. Je ne suis pas sûr qu'il n'est pas fatigué aussi, lui, il a peut-être besoin d'un café. Son insertion sur la troisième phalange, puis son passage derrière le naviculaire, qui est finalement qu'une poulie de renvoi. Tout à l'heure, il a fait un peu la même chose. Au début, ça va, puis après, il fatigue. Donc voilà. Bon, ce petit schéma qui est assez simple, c'est simplement aussi pour aborder les... Allez, on a tendance à regarder beaucoup comment le cheval pose le pied au sol. Mais bon, il y a les trois phases de la foulée. Donc il y a l'abord au sol qui est en fait ici mis en dernier. Puis il y a la phase, on va dire, de charge, puis la phase de charge max au milieu, et puis la phase, moi ce que j'appelle la phase postérieure de la foulée, avec chaque fois les différentes contraintes qui sont présentes sur ce fameux fléchisseur. Bon, ici, ça fait joli. C'est juste un petit dessin qui rappelle, donc on part d'une molécule microscopique qui est donc la fibre collagénique, et puis par association répétée, on passe des microfibrilles à la fibrie, et puis ainsi de suite pour terminer avec notre tendon. Voilà, c'est
C'est toujours intéressant de le savoir. Alors ici, on a un petit descriptif des différents niveaux de lésion sur un tendon. Perso, en 30 ans, j'ai jamais vu celle-là. Je pense que c'est plutôt un coup de couteau ou un coup de bistouri qui pourrait faire ça. On est en règle générale souvent sur ce genre-là. Déjà, quand on a ça, on est déjà assez avancé. Après, ce qui est peut-être un peu intéressant aussi, c'est de voir un petit peu les différentes phases entre la phase, on va dire, de la lésion aiguë, hein, ici où on a la perte de matière, donc des fibres collagéniques. Il y a toujours, et heureusement, un phénomène hémorragique qui va se former. Et donc, la nature est bien faite, elle va venir colmater la brèche avec le sang, qui lui va se transformer en caillot. Et c'est ce caillot qui va se transformer, donc ce qu'on appelle la fibrine hémorragique, qui va servir de support pour la venue des nouvelles cellules qui vont synthétiser le collagène pour remplacer. Puis ces fibres sont désorganisées, puis elles vont se réorganiser par rapport aux contraintes qu'elles vont recevoir, en fait. C'est les contraintes qui les feront s'organiser dans l'espace, dans l'axe de l'attraction. Alors on peut faire un petit corollaire. À partir du moment où vous avez dû beaucoup entendre parler du fameux traitement au PRP, le PRP, c'est jamais que augmenter la quantité de plaquettes qui est déjà présente au moment de la formation du caillot, puisque le caillot, c'est des plaquettes, et on vient simplement en rajouter plus pour donner encore plus de substrat de base pour la colonisation par les cellules collagéniques. Comme ça, peut-être que vous pouvez faire un lien pratique entre les fameux PRP que vous entendez souvent et ici, le process naturel qui va se faire. Voilà. Je vais laisser à mon collègue la présentation du cas qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, Bobby. Donc voilà, effectivement, donc ici on parle d'un cheval de concours complet qui s'appelle Bobby. Bobby, c'est son surnom, c'est son nom d'emprunt. En réalité, c'est Décibel. C'était un oncle de 16 ans, donc qui a fait du concours complet. Nous, on nous a contactés pour ce cheval au mois de novembre de l'année dernière pour une boiterie antérieure. Alors, lors de notre passage par rapport à cette boiterie, moi, au niveau ostéo, ce que j'ai remarqué, c'est ce cheval-là, c'était au niveau de l'antérieur droit, une sensibilité au niveau du fléchisseur profond. Donc ça, c'était une chose. À côté de ça, on avait également une restriction de mobilité qui était plus mécanique au niveau des os grands sésamoïdes, au niveau du boulet de cet antérieur. Et on avait également, au niveau des deux antérieurs, à ce moment-là, une restriction de mobilité au niveau des os pisiformes. On avait également une restriction au niveau des cervicales. On avait surtout des grosses tensions myofasciales cervicales basses, thoraciques hautes, avec une restriction mécanique pure au niveau de C7T1. Alors pourquoi C7T1 Comme on expliquait ce matin avec vos collègues, on remarque que très souvent, quand on a des chevaux qui ont des problèmes tendineux au niveau des antérieurs, on va au niveau ostéo retrouver une dysfonction mécanique au niveau cervical basse, au niveau de cette charnière cervico-thoracique, donc en C7T1. Donc c'est assez typique de ce type de pathologie. Puis par après, on avait une petite corrélation donc, avec cet aspect C7T1, avec un cheval qui était figé aussi au niveau diaphragmatique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau cervical basse, on a les nerfs cervicaux qui vont donner en fait des rameaux pour le nerf phrénique. Alors le nerf phrénique, c'est le nerf moteur du diaphragme. Donc diaphragme, je suppose que vous voyez un petit peu tout ce que c'est le principal muscle inspirateur en fait. Et donc l'idée dans l'approche de vue globale du cheval, pourquoi est-ce que je vais sur ce diaphragme? C'est tout simplement parce qu'on peut parfois retrouver une idée d'un cheval qui pourrait avoir une dysfonction au niveau respiration, une dyspnée de type inspiratoire. Et en fait, la cause primaire du problème peut venir de quelque part tout à fait ailleurs. Donc on donnera un ou l'autre exemple tout à l'heure. Mais l'idée aujourd'hui qu'on avait, c'était vraiment de vous présenter cette approche de prise en charge globale du cheval. Même si ici, le cas de Bobby, c'était de gérer la douleur par rapport à sa lésion au niveau fléchisseur profond de l'antérieur droit. Donc ici, vous avez les vues de ce qu'on a vu sur le cerf. Vous allez voir au niveau locomoteur. Je vais repasser la parole à notre ami Thibaut.
Bonjour à tous. Donc du coup, on peut constater que Bobby a des petits soucis techniques quand même. Quand on regarde quand il est au pas, on a pu voir c'est la trajectoire de ces deux antérieurs qui est totalement différente. On peut voir qu'il est nettement boiteux. Ce qui est intéressant, c'est que on va le voir par la suite, sa démarche. On va le voir un peu ici où il vient marcher sur une ligne. Il trotte un peu bizarrement, un peu comme une danseuse. Donc là, on va l'avoir à l'autre main. Donc on peut constater que ça va toujours pas. Là, c'est assez flagrant et c'est intéressant de voir la rotation qu'on a dans sa démarche. On peut vraiment voir l'orientation de ses pieds et c'est ce qui va évoluer dans la suite. Vous allez pouvoir voir la différence. Donc là, c'est le bilan Hippo. C'est une plateforme qu'on a utilisée pour pouvoir communiquer tous ensemble. C'est-à-dire que quand on travaille avec, on y a tous les trois accès. Donc du coup, chacun peut mettre son rapport et ça nous permet de suivre le cas plus justement possible. Donc du coup, on voit bien les déviations. On voit bien que l'antérieur droit, c'est notre problème. L'antérieur gauche, c'est son antérieur de compensation. Donc il va évoluer aussi par la suite. Bon, ici, on est sur les premières radios. Donc après, on va avoir les photos aussi de la conformation extérieure. Mais sur les premières radios, malgré... Donc on voit d'abord qu'il y avait beaucoup de pieds la première fois. Sur ce pied finalement assez verticalisé par rapport à l'autre, vous allez voir. Et pourtant, c'est quand même sur ce pied-là qu'on a eu le problème de fléchisseur profond. On a un angle palmaire qui, proportionnellement à ce type de boîte cornée, devrait quand même être un tout petit peu plus, plus descendant. Et ici, il est plutôt en train de se... Il n'est pas non plus négatif, mais il est trop flat par rapport à l'aplomb et la verticalisation du pied qu'il a. Donc ici, après, on avait les déviations latérales, qui étaient aussi pas mal. Et donc... là, maintenant, c'est l'autre pied. Ici, aussi, on s'y attendait un peu plus. C'était d'avoir cet angle palmaire qui était évidemment, lui, particulièrement plus plat. Mais quelque part, lui, vraiment, c'est un angle palmaire négatif. On le retrouve là, vous allez voir sur les photos qu'on a fait. Thibaut va vous les commenter. Et la déviation aussi qu'on avait. Presque, je vais dire, ce qui était le plus spectaculaire pour moi, perso, c'était la vision des photos des pieds, avec les gros décalages qu'on avait au niveau du cartilage inguinal, quand on avait une vue postérieure du pied. Voilà. Donc du coup, donc on peut constater vraiment le manque de talon, l'angle négatif, on peut le revoir ici. Après, ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est que on a la modification on va la revoir après de ces lignes-là. On va avoir une évolution de son axe qui va suivre. Donc là, c'est le gauche. Donc là, on peut voir la différence au niveau des talons. Merde, c'est plus long. Il était bien plus bas de ce côté-ci. Pareil, moins de déviation sur celui-ci. Donc là, l'intérêt des lignes, c'est d'avoir la colonne osseuse et l'axe de la rotation. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand il marchait, où il venait croiser les deux antérieurs.
Donc ici, c'est après les premières modifications au niveau de l'aplomb. On avait seulement mis à ce moment-là, si je me rappelle bien, uniquement du parage et on était resté très classique. Donc vous avez un axe pâturon-pied qu'on a un tout petit peu plus récupéré. On a quand même un tout petit peu plus d'inclinaison. Si vous vous rappelez de l'autre photo, c'est plus parallèle à la paroi un peu verticalisée de ce pied-là. Et on a un petit peu diminué quand même la quantité de pieds, parce qu'en plus on avait beaucoup de pieds et des bras de levier très importants. Et ici, on a retrouvé un meilleur équilibre quand même au niveau des espaces et du positionnement, on va dire, de P3 dans la boîte cornée. Donc ça, c'est l'antérieur gauche. C'est pas encore optimal, mais on a déjà récupéré, si vous vous rappelez de la précédente, là, on a récupéré quand même un petit degré supplémentaire et de nouveau, on a un petit peu repris au niveau de l'alignement et on a encore du travail à faire, je pense, sur les parties là, et on va évoluer gentiment. Donc là, on peut constater que la fin du ferrage, où il a repris déjà une meilleure courbure, un meilleur axe. Alors après, bien sûr, tout est relatif. Sur la profil, sur la face, on voit déjà qu'il y a moins de rotation. Le pied est déjà un peu plus équilibré. Donc ça, moi, c'est une vue que j'aime bien. Ça permet de voir le décalage dans les glomes, donc quand vous allez avoir des talons chevauchés, et même l'orientation du pied. Personnellement, je trouve que la photo minimise même l'image qu'on avait en vrai. C'était assez impressionnant, les différences de hauteur du cartilage inguéal entre l'interne et l'externe de cet antérieur droit. C'est un peu écrasé avec la photo, je trouve, mais... Donc là, l'antérieur gauche. Donc là, voilà, on voit qu'en fin de ferrage, il a tendance à quand même se rasseoir au niveau de ses talons. Il a plutôt bien vécu le ferrage au niveau de son déséquilibre. On le voit sur la face. On aura, je veux dire, ça va être, on a toujours un petit coup de translation, surtout sur cette antérieure. Ouais, ici donc on est passé à la phase IRM, parce que bon, la boîterie n'était pas follement améliorée uniquement par le changement des aplombs. Et donc l'intérêt de l'IRM, c'est de pouvoir visualiser. Mike avait dit qu'il avait un doute sur le fléchisseur profond lors de son examen ostéopathique. Nous, la seule chose qu'on savait, c'était que l'anesthésie digitale basse était positive. Mais pour le reste, donc le cheval est allé en résonance et on a trouvé évidemment des lésions dans le fléchisseur profond. D'une part sur l'insertion de P3 et d'autre part en regard du passage derrière l'os naviculaire. Alors les lésions, elles sont plus marquées évidemment sur la région latérale, ce qui explique aussi l'image qu'on avait de la boîterie plus marquée à main opposée, donc de l'antérieur droit à main gauche. Et c'est un petit peu logique par rapport à la déviation d'aplomb que vous avez pu voir précédemment. Donc là, c'est après l'IRM, on le recontrôle. Je pense qu'il y avait encore eu peut-être une ferrure ou l'autre, mais on n'avait pas encore mis en place la dernière ferrure. On voit bien cette boîterie toujours présente à main droite. Elle est toujours plus forte, moi je trouve, à sa main gauche. Oh là là.
Là-dessus, on n'a pas encore été très magique. Pourtant, donc là, on est sur le bilan hypo. Donc là, il sort de l'IRM, donc on l'a vu trotter. Là, c'est son diagnostic. Donc on a déjà une belle évolution par rapport à tout à l'heure au point de départ. bon, ici, on voit qu'on pourrait se satisfaire quand même de l'angle qu'on a pris. Et donc, malgré tout, la lésion du fléchisseur profond, je pense, n'a pas suffi. Donc on regagne de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire visuelle au niveau de la position de la troisième phalange sur cet antérieur droit. Bon, voilà. Ici, latéralement, je pense qu'assez rapidement, on avait réussi à le garder correct. Malgré tout, il faut toujours être vigilant avec lui parce qu'on a remarqué que entre les différentes ferrages et les contrôles radiologiques, il pouvait vite repartir dans une direction qui ne nous faisait pas toujours plaisir. Évidemment, quand vous avez vu sa locomotion, il suffisait d'un tout petit peu se laisser avec la masse qu'il avait en plus, parce que si vous avez vu, pour un cheval de complet, c'est pas un cheval super dans le sang. Il est un peu... Ce qu'on peut remarquer sur la radio de profil, c'est qu'on voit bien le breakover, donc le rolling plus son point de bascule, pour pouvoir l'aider à optimiser, sachant que là on a travaillé juste sur le parage. C'est toujours l'antérieur gauche là, mais bon, lui, on continue à le suivre, mais c'est pas son problème de boiterie réelle ces jours-là. Moi, je trouve que quand on le regarde de l'extérieur, on a quand même retrouvé une belle ligne par rapport à son angle phalangien ici. Et au niveau de la déviation, de plus en plus, je pense qu'on arrive vers quelque chose qui est... Même si, ici, c'est des photos après le... Après ferrage. Celle-là, c'est après ferrage. Donc, comme je disais, il faut vraiment être vigilant et le faire régulièrement parce qu'il repartait vite dans la mauvaise direction. Donc ça, c'est... Son pied gauche, de nouveau, c'est pas celui qui nous pose le plus de problèmes, même si c'est le plus plat. Mais alors après discussion, on a décidé de mettre ce type de fer et je laisse Thibaut expliquer. Du coup, on est parti sur un ferrage à planche pour la raison, c'est que Bobby vit au box avec accès prairie tout de suite. Donc vous lui mettez de la longueur, vous pouvez revenir 2 heures après. Du coup, on a choisi le fer à planche pour pouvoir le soutenir. On est parti avec les plaques compensées. Donc ce qu'on ne pouvait pas gagner en longueur, on l'a compensé avec la plaque. On peut voir sur la photo que les rollings sont reculés jusqu'à la 3e étampure, donc pour favoriser son départ de pied. Donc ici, la photo avec le fer à planche, on est toujours plutôt bien dans l'alignement. La seule chose, c'est que on voit clairement ici l'effet de la plaque compensée. Ça nous a aidé artificiellement quand même, mais bon, au moins, on permettait de détendre pour la période de guérison son fléchisseur profond, puisque on était un peu limité, ça n'avançait pas trop malgré la correction de parage, on va dire, il fallait un peu qu'on triche. Du coup, ici, on peut voir que la rotation est quand même moins grande et moins flagrante. Qu'au niveau des globes, on est revenu à quelque chose de plus acceptable. Donc là, pareil, sur l'antérieur gauche, on voit que il se redresse gentiment. L'angle est quand même bien mieux au niveau du boulet. Et de face, il y a toujours un peu de déséquilibre, mais il se maintient. Et du coup, là, la translation est quand même moins flagrante qu'au départ. Ici, sur la radio, on voit clairement que ce qu'on a pu regagner
de nouveau, je fais appel à votre mémoire visuelle. On commence petit à petit quand même à retrouver un bel angle proportionnellement à la conformation, on va dire, originelle de sa boîte cornet. On commence à retrouver un angle grâce à la tricherie. On le voit clairement ici sur la radio, hein, le rivet et la plaque de cuir. On retrouve, on a triché, mais au moins on retrouve quand même un axe qui est quand même beaucoup plus acceptable. Même chose sur l'autre pied. Je pense que s'il n'y avait eu que ce pied-là, on n'aurait peut-être pas dû aller aussi fort et aussi loin, mais tant qu'on était là, il est aussi, on voit clairement cette plaque. Du coup, là, on est sur le dernier ferrage avec les plaques compensées et le planche. Donc, c'est ce que Marc disait par rapport au talon. On peut voir par rapport à la rotation, elle est bien diminuée. Ce qui était intéressant sur la radio du droit au niveau du profil, c'est qu'on voyait bien le point de bascule. Donc voilà. Et donc du coup, là pour le gauche, pareil, l'axe au niveau interphalangien est quand même assez acceptable, même si il lui faudrait plus de longueur pour le soutenir un peu plus. Et ça, je sais pas lui mettre. Donc ça, c'est la vue, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure par rapport à l'orientation. Donc on voit nettement son évolution, c'est assez flagrant. Et donc ça, c'est le dernier bilan. Voilà, on est passé du rouge au vert assez rapidement. Faut pas oublier que ça fait 6 mois qu'on fait ce cheval. Donc est-ce qu'il évoluera plus ? Ça, c'est la grande question. Mais aujourd'hui, on en est là. Donc voilà le petit récap. Donc on voit nettement l'évolution. Tu veux en dire un truc ? Ouais, moi j'aime bien cette image là parce que ça permet. Vous avez été un peu noyé d'images et puis qui se succèdent, puis avec des interruptions. Ici, ce qui est sympa, c'est qu'on voit quand même d'où on est parti. On voit clairement ici sur ce pied droit qui pourtant est verticalisé cet axe pâturon-pied qui est pas terrible. On voit la déviation d'aplomb, puis on retrouve. Moi, ce que je trouvais aussi très choquant, c'est le positionnement et la modification du cartilage inguial, qui était vraiment très fort sur ces poils noirs. Comme ça choque moins qu'en vrai, mais c'était assez impressionnant. Donc ça, c'était la déviation de l'autre. Et puis, la progression, moi, je trouve, est assez intéressante. Quand on retrouve maintenant, on retrouve un axe pâturon-pied qui est quand même nettement plus intéressant. Et l'alignement, surtout, on a quand même récupéré la déviation. Belle orientation. Et ici, malgré tout, quand même, les photos, parfois, on est un peu plus près, un peu plus loin. Mais ce positionnement ici, et celui-là, en vrai, franchement, c'est plus flagrant de ce qu'on a pu récupérer au niveau de la hauteur de globe. Personnellement, moi, en tant que véto, quand je tombe sur un cheval qui a des hauteurs de globe différentes, je ne sais jamais trop bien. C'est vraiment avec la discussion avec le maréchal. Et c'est là que c'est intéressant de pouvoir tirer les radios. Parce qu'on est un peu perdu. Si on se fie à la hauteur de globe pour donner l'endroit où on veut couper, redescendre pour réaligner, on est un peu perdu. Perso, moi, c'est mon cas. Et la radio, pour ça, moi, je trouve, est assez intéressante. Donc ici, on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Donc au niveau de ce que nous avons fait, donc on a fait un ferrage, comme on vous a expliqué tout à l'heure, le ferrage à planche avec la plaque de cuir. Au niveau vétérinaire, on n'a pas fait grand-chose. Il n'y a pas eu de traitement invasif qui a été fait. En fait, on a travaillé essentiellement au niveau du ferrage radio-guidé avec l'aide de Thibaut. Moi, j'ai vu le cheval en ostéo au tout début, en fait, au moment de l'anamnèse et de la pose du diagnostic. Par après, je ne l'ai plus suivi.
On l'a traité par contre au niveau phytothérapie, donc avec un aliment complémentaire qui s'appelle le Feel Good. Donc, comme je disais tantôt, c'est le petit clin d'œil au sponsor de l'événement. Mais en fait, c'est un aliment complémentaire qui a plusieurs actions. Il joue sur les raideurs musculo-squelettiques dans son ensemble. Il a certaines plantes dedans, mais ce n'est pas le but ici, mais qui joue aussi sur l'élimination de l'acide lactique, donc pour le cheval à l'effort. Mais on a aussi certaines plantes là-dedans qui sont bien connues pour leurs effets sur l'inflammation et la cicatrisation du tissu, comme par exemple Bellis perennis, donc en fait c'est la pâquerette, ou la rue des jardins. Donc ce traitement-là, il l'a reçu pendant 3 jours à plus haute dose, et puis ensuite on a fait ça pendant plusieurs semaines, une fois par jour le matin. Alors les traitements non effectués, donc comme vous voyez là, on n'a pas fait d'infiltration, on n'a pas fait d'onde de choc non plus, on n'a pas utilisé le laser, même si le laser marche en général très bien sur la cicatrisation des lésions de tissu. Donc on aurait pu, mais on n'en a pas eu besoin. Le ferrage, on est resté sur quelque chose quand même de relativement raisonnable. Il n'y a pas eu de prise anti-inflammatoire, qu'il soit stéroïdien ou non stéroïdien. Pas de biphosphonate. Donc les biphosphonates, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait c'est du tildaren, tout simplement. Tout ce qui est glycosaminoglycanes n'ont pas été utilisés non plus. Il n'y a pas eu de traitement non plus évidemment chirurgical. Et donc le but c'était en fait de vous présenter une approche pluridisciplinaire par rapport au cas, avec un petit peu de bon sens finalement et sans être trop invasif pour arriver à corriger ce cheval et à lui donner du confort. Alors démontrer l'aspect biologique voilà, des abords non invasifs en travaillant plutôt au niveau mécanique, thérapeutique et phytothérapeutique, puisqu'on a utilisé cet aliment complémentaire à base de plantes. Et alors ce qu'on voulait aussi vous montrer, c'était cette approche de collaboration en équipe. Justement par rapport à ça, je vais faire une ou deux petites digressions maintenant. Par rapport à 2 cas qu'on a vus dans notre vie. Il y en a un, le premier d'ailleurs, Marc l'a suivi par après, mais voilà. C'est un cheval qui nous est référé en fait parce que le cavalier se plaint d'un manque de force au niveau de l'arrière-main. Et ce cheval-là a été traité de manière plutôt classique. En plus de ça, il fait un mouvement de rotation interne au niveau des gracets dans sa locomotion. Et donc, on a essayé de corriger ça avec du ferrage, on a essayé de corriger ça avec des infiltrations, même au niveau gracet, sacroiliaque et même au niveau coxo-fémoral, sans trop de gros résultats. Et en fait, en testant la motilité viscérale, donc c'est le mouvement propre de l'organe, la motilité, au niveau de l'intestin, on s'est rendu compte que son intestin ne fonctionnait pas de manière optimum. Et en fait, c'est un cheval qui présentait un peu un genre d'inflammation chronique, si vous voulez, au niveau de l'intestin. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait, on a traité justement en ostéo pour relancer ce mouvement de motilité. Et on s'est rendu compte que cette douleur digestive, finalement, crée des tensions au niveau de l'abdomen. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au niveau de l'abdomen, vous avez ce qu'on appelle le fascia transversalis, donc c'est une enveloppe de muscles, un fascia. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les fascias, mais voilà, c'est vraiment des enveloppes autour des muscles. Et en fait, ce fascia transversalis, donc c'est celui qui enveloppe vos muscles abdominaux, donc c'est le même chez le cheval. Et dans son prolongement, vous avez le fascia patellaire, donc c'est l'enveloppe au niveau de la patella, donc la patella c'est la rotule, tout simplement. Et donc en libérant toutes ces tensions myofasciales, on s'est rendu compte que ce cheval, on a traité évidemment la cause primaire qui était l'intestin, ce cheval retrouvait une force et une motricité tout à fait correctes au niveau de ses membres postérieurs. Et on n'avait plus de rotation interne au niveau de ce gracet, tout simplement parce qu'on a libéré la chaîne tissulaire faciale qui était en tension. Donc ça c'est un exemple de raisonnement par rapport à une approche pluridisciplinaire. Un autre cas qu'on pourrait donner, c'est un cheval qui présente une douleur dorsale, principalement la zone sous-selle, avec une grosse douleur au niveau de T12, donc 12e vertèbre thoracique. Au niveau de ce cheval-là, on a aussi une sensibilité au niveau de la ligne blanche, au niveau de l'abdomen. Je parle pas de la ligne blanche que vous connaissez tous en maréchalerie. Et donc, il présente une sensibilité dans cette zone-là. Et en fait, il a des fanères qui sont vraiment dégueulasses, donc mauvais pied, une corne cassante, un poil qui n'est pas au top. Et en fait, c'est un cheval qui présentait des ulcères gastriques, tout simplement. Et donc, lorsqu'on a travaillé sur ce cheval de nouveau au niveau motilité et au niveau du problème digestif, donc des ulcères, on s'est rendu compte que la douleur dorsale disparaissait, la qualité des fanères était nettement optimum. Donc c'est vraiment pour se dire, voilà, parfois il faut vraiment une vision globale pour résoudre un problème chez un cheval. Et donc quand on parle de vision future, voilà, c'est des cas qu'on pourra peut-être aborder ou vous présenter dans le futur. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est le moment.
Donc du coup, on va remercier notre cliente qui nous a donné accès aux radios, aux IRM, parce que ça a un coût aussi. Fitness Firestall pour les plaques de cuir. Kevin Bacon pour les produits. Hypotypose à Antoine pour l'accès à la plateforme qui nous a permis d'évoluer. Merci à toute l'équipe de Sommier pour la possibilité de nous présenter ce cas-là. Et puis même merci à vous de nous avoir écoutés. Bon, Ouais. donc il n'est pas mort encore. Non, il n'est pas mort, mais il a repris quand même beaucoup plus d'activité sur le plat et petits sauts que ce qu'il faisait quand on l'a pris en main parce qu'il était complètement à l'arrêt. Ouais. Dans tes ferrages, Thibaut, pourquoi tu choisis pas d'être plus puissant Parce qu'on a joué sur le barrage, et comme on voulait quelque chose d'assez light, donc on a travaillé sur les points de rotation. C'est ce qu'on voyait sur la radio, tu voyais le breakover qui circulait, les gros rollings, et surtout les plaques compensées. Parce que ce cheval-là, dès que tu lui mets un peu de longueur, un peu de hauteur, il fait 3 mètres en prairie et tu vas te faire voler. Tu n'aurais pas pu gagner du temps en étant plus puissant en gardant tes longueurs il a répondu assez vite et assez bien à ce virage-là, donc on l'a suivi avec ça. Ça aussi. Est-ce que l'aluminium aurait eu un intérêt? Légèreté? Ton rolling, le but c'est pas forcément de le mettre que en pince, là tu vas vraiment chercher sur ta longueur de fer. Plus tu le mets en longueur, ce que tu voyais sur la photo où il vient moller jusqu'à la 3e étampure, si tu mets le queue en bout de coude, t'as perdu 2 cm en fait. Et pour répondre à tes questions, pour l'alu en prairie, chez nous il y a quelques cailloux. Bah, je pense que ça aurait pu être aussi fait là, avec des fers alu, je pense certainement. Il faudrait qu'Antoine nous fasse des planches en 330. Avec un croisement du 335. En titane. Parce que D'autres questions? Est-ce que, par rapport aux douleurs de ventre, est-ce que tu as beaucoup de cas où c'est que tu as de la gêne locomotrice sur des douleurs de ventre qui sont liées en fait? C'est une très bonne question parce que effectivement ça arrive quand même plus souvent qu'on ne croit. Savoir que, on parlait du cerf gastrique notamment, plus de 80% des chevaux dans leur vie sont les études auront un jour des ulcères gastriques qui parfois passeront inaperçus, souvent seront diagnostiqués. Et quand on analyse en fait les chaînes lésionnelles au niveau de l'influence que ça a sur la biomécanique, oui ça a une importance. On peut même avoir des chevaux par exemple qui passent pas le garrot, pas bien le garrot au niveau du dessous d'obstacle, avec des liens effectivement avec des troubles d'ulcère. Ça, j'ai pas très bien compris. C'est vraiment au niveau du tube musculaire. En fait, je vais t'expliquer ça. Si tu regardes un cheval en position quadrupédique, tu as sa colonne vertébrale. De part et d'autre, tu as des nerfs qui sortent, des nerfs sensitifs, des nerfs moteurs, qui vont énerver les différents organes, les différentes structures. Et finalement, tous ces organes sont suspendus et sont tenus par différentes enveloppes, membranes, etc. Et en réalité, à partir du moment où tu as un organe qui dysfonctionne, il va envoyer une information sensitive de douleur. Et évidemment, tu as l'innervation motrice qui va être moins bonne aussi. Et donc cet organe va moins bien fonctionner. Et s'il fonctionne moins bien, toutes les membranes, les tissus autour vont se mettre en tension. Et donc par chaîne lésionnelle, ça va aller créer des contraintes mécaniques finalement jusqu'où va la chaîne lésionnelle, donc jusqu'à des blocages purement mécaniques vertébrales au niveau du colonne. C'est clair, ce n'est que la compensation. Mais cette compensation peut créer des Contraction liée à la douleur. Oui, c'est ça, tout à fait. Comme tu peux avoir par exemple chez des juments qui ont des soucis au niveau gynéco, des problématiques au niveau de l'arrière-main, il peut
douleurs sacroiliaques, lombaires, etc. Il me semble avoir repéré, enfin, je peux me dire si je me trompe, mais j'ai des chevaux qui ont des douleurs cervico-thoraciques qui proposent des problèmes d'alignement phalyngien en se mettant très sous eux et qu'on n'arrive pas spécialement avec la maréchalerie à résorber. Sauf en les compensant très fort, mais ils reviennent jamais spécialement. Et même quand on les compense, des fois, ils viennent se mettre encore plus sous eux. J'ai remarqué ces choses-là, et des fois, c'est pas très bien détecté. Et nous, des fois, on galère un moment. C'est une très bonne suggestion, d'où l'intérêt de travailler en collaboration effectivement tous ensemble. Et comme on disait tout à l'heure aussi avec Marc, dans la conférence précédente, c'est que c'est toujours un peu le jeu de la poule et l'œuf aussi. Est-ce que la lésion primaire vient d'un problème de pied, ou est-ce que le cheval a une problématique d'arthrose ou de synovite ou autre chronique au niveau des facettes articulaires cervicales qui fait que il compense depuis longtemps et ça crée une pathologie. Parce que dans le cas de Bobby, quand on voit la vidéo, même au pas, et son défaut de protraction antérieure droit, moi je pense sérieusement que Mike les a perçus, qu'il y a aussi, je pense, alors c'est la question de savoir, moi j'ai déjà remarqué dans ma pratique que les chevaux que je référais au CIRAL et avec des examens bien précis, avec le côté droit ou gauche, je retrouvais moi souvent une verticalisation du pied, du côté où il y a le plus de lésions dans les cervicales, parce que j'ai déjà remarqué les chevaux avec des pathologies cervicales basses ont tendance à aimer prendre le pied en rétraction avec plus de charge sur la pince et moins de charge en talon, comme toi tu décris. Souvent c'est un côté plus que l'autre, parce que c'est rare que tu as une douleur symétrique, mais dans ton cas où tu dis qu'il est sous lui vraiment très fort des deux, c'est possible qu'il est... Alors, de nouveau, pour en avoir discuté avec Jean-Marie Denoy, ce pied qui se verticalise, c'est évidemment... souvent, moi en tout cas, je les retrouve un peu verticalisés, parce que bon, par principe, il y a plus de pression sur la pince que sur les talons, et j'en ai retrouvé aussi, tout dépend un peu de leur forme de soulagement et de compensation. On retrouve sur des chevaux en plus qui ont tendance à avoir un aplomb avec les carpes serrées puis qui partent en pyramide. Avec le pur sang qu'on a introduit, on retrouve quand même pas mal ça, moi je trouve, sur les chevaux des poitrails étroits. Et puis que certains, alors ils compensent eux en se mettant tout en surcharge sur un interne avec un pied qui part en sucette, en décale, rétracté et appuyé sur l'interne. J'ai déjà remarqué ça aussi, mais... Alors, sur ces pieds verticalisés, quand toi tu dis que... Parce que toi, il ne s'était pas verticalisé, il se retirait seulement. Parce que moi, sur les pieds comme ça, verticalisés, du côté où ils ont tendance à se tenir en rétraction du membre, en discutant avec un autre maréchal ferrant avec qui je travaille encore assez régulièrement, on avait trouvé qu'on mettait des fers avec beaucoup d'enfoncement. Parce que ce pied qui a tendance à être plus haut, on arrivait à regagner du confort dans l'activité, dans le sable, après les soins sur les cervicales basses, avec un fer avec beaucoup d'enfoncement. Alors, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais si le modèle du fer type Croix Sainte-Forge, tu vois, en alu, on le mettait. Et on avait pas mal de résultats. Mais non, la maréchalerie, c'est pas une science exacte. Un métier vétérinaire non plus. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Donc, après, on n'est pas encore sûr à 100%, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on a commencé un petit peu à essayer de voir comment ça évoluait. Mais bon. Après, les chevaux de sport, ils sont de plus en plus cervicales. Ça, c'est des choses qui sont vraiment, ça rentre vraiment dans les mœurs maintenant. Avant, les cervicales ont dit. Oui, avant, quand tu parlais de voie triplexus brachial, on te prenait pour un demi-fou. Et aujourd'hui, c'est la routine. Quand même qu'on avait beaucoup de chevaux qui ont vraiment des lésions déjà très tôt. En formation, en visite d'achat d'ailleurs, c'est énormément. Maintenant, Tu vas retrouver la même chose, mais sur la partie postérieure avec les angles négatifs, avec ton sacro-lombaire. Ouais. Non, mais c'est vrai que je pense que on entend de plus en plus parler de pathologie cervicale. Je pense que c'est ça, par contre, c'est plus le fait que c'était soit diagnostiqué et qu'on s'y intéressait peu. Et depuis que des gars comme Jean-Marie ont commencé à nous lancer
vers des techniques d'investigation et des techniques de soins. On a fait un bon grand saut en avant. Les machines radio qui commencent à être les plaques de plus en plus sensibles, qui nous permettent sur le terrain de pouvoir faire quand même des radios relativement correctes, des cervicales basses, malgré nos appareils qui sont quand même pas aussi forts que les grosses machines dans les grosses cliniques. C'est vrai que ça permet d'un petit peu commencer à avancer. Et les techniques d'échographie qui aident aussi à venir faire les diagnostics de synovite, de déformation des facettes, c'est intéressant. La question, moi, j'ai toujours pas la réponse. Quand on discute l'abord de Mike, que je respecte, il est plus dans le sens inverse que ce que moi je pense, mais j'ai pas de preuve à avancer pour dire qu'il a tort. Et je pense, je sais pas, c'est comme la poule et l'œuf. Moi, j'ai vu des pathologies de cervicales basses et d'association de flisseurs profonds. Entre autres, j'ai en tête ici un cheval de dressage, alors que normalement, les chevaux de dressage peuvent souffrir fort des cervicales basses, mais la pathologie de flisseurs profonds n'est pas vraiment une pathologie très classique, c'est plutôt une pathologie de chevaux de saut. Et sur ce cheval-là, il avait une sérieuse lésion flisseur profond. Donc je pense quand même que peut-être il faut y trouver cette connexion. Mike pense que la douleur de pied engendre les tensions cervicales basses. Et moi, je pense que la douleur de cervicale entraîne le positionnement du pied qui peut engendrer... Mais j'ai pas de preuve, je ne sais pas te le dire. Ça vaudrait la peine ça vaudrait la peine de multiplier les images et les comptes rendus avec des investigations pour pouvoir arriver à avoir des valeurs statistiques. Parce que bon, ici, ce qu'on a présenté, en toute humilité, c'est l'expérience qu'on a sur le terrain. C'est loin d'être une recherche fondamentale. Donc avec un groupe témoin, là, on n'est pas des professeurs d'université. Oui, là c'est la présentation effectivement d'un cas, mais faut quand même pas perdre de vue que de toute façon c'est cyclique, c'est-à-dire que c'est l'un va engendrer l'autre, va entretenir le problème d'un côté, va être entretenu par le suivant. En plus, souvent le maréchal vient là-dedans et va surcorriger ou mal corriger le truc, où il va avoir des mauvais conseils. Je dis ça peut arriver, hein, c'est pas toujours, hein, mais il arrive que il ait des mauvais conseils, soit de l'ostéo, soit du vétérinaire, comme ça il y en a pour tout le monde. Ouais. Mais dans l'autre sens, quand ça marche bien, et ben là on a des résultats qui sont vraiment très très positifs. Et souvent on ne peut pas se passer les uns des autres. Hein. C'est-à-dire que le cas des douleurs abdominales, là, pour moi c'est flagrant. C'est-à-dire qu'il y a besoin du vétérinaire pour soigner le problème abdominal. Il y a besoin de l'ostéo pour remettre en place les fascias, etc. Et puis il y a besoin du maréchal ferrant pour aider le cheval dans sa propulsion. Et voilà, ça c'est tout à fait des exemples très 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 répandus. Et vous, en tant que maréchal ferrant et personne humaine, quand vous avez mangé quelque chose d'un peu contraire et que ça bricole un peu là, on n'a pas tellement envie de se plier en deux pour prendre les pieds des chevaux et on sent que ça tiraille. Donc les chevaux, je pense que ça doit aussi pouvoir avoir de la répercussion sur leur engagement des postérieurs.